que je trouve vraiment intéressant pour les étudiants et même pour nous de l'atelier, c'est périodiquement de faire des voyages. Comme on conçoit des espaces de vie, c'est important d'aller ailleurs pour, d'une certaine façon, nourrir, je dirais, notre imaginaire, mais aussi faire en sorte qu'on ait comme une encyclopédie, un peu de différents types d'espaces. On a une problématique nord-américaine qui est, depuis longtemps, l'étalement. On veut toujours prendre de plus en plus d'espace pour construire. Et le Japon nous donne aussi une autre vision de ce que peut être l'aménagement. La ville de Tokyo puis Yokohama, c'est la population du Canada sur la région de Montréal. Ce qui est assez incroyable, et c'est pour ça j'aime quand on va au Japon, commencer par Tokyo. Les gens sont dans le cœur de Tokyo et ce qu'on voit souvent, c'est des maisons 2 étages avec des petits jardins et tout. Alors que même avec une des plus grandes densités au monde, on peut créer des espaces de qualité. Oui, il y a des intersections, on a ces images-là, Shibuya, où il y a énormément de monde, mais on se rend compte que les Japonais aussi ont appris à vivre en communauté. Ils sont très silencieux. Et on voit aussi qu'ils ont gardé ces espaces verts. Les parcs sont dans Tokyo des éléments très précieux, même si beaucoup de Japonais, mais je dirais même la plupart, habitent dans des appartements en termes de superficie plus petits. Ils ont su travailler, j'imagine, dans l'esprit zen, quelque chose qui est très dépouillé. Le Japon, comme ils ont été contraints par l'espace, c'est comme s'ils ne toléraient aucun gaspillage. On essaie d'utiliser toujours l'espace le plus judicieusement possible. Il y a énormément d'éléments verts dans la ville qu'on ne perçoit pas directement à première vue, mais sont extrêmement présents. Oui, et pourtant, quand on fait attention, on les remarque vraiment et on se rend compte qu'il y en a partout. Exactement. Et beaucoup. Alors que c'est vrai que dans les villes plus occidentales ou nord-américaines, on a beaucoup moins de nature, à part les grandes avenues plantées. Ouais. Ce qui change aussi beaucoup, je pense, c'est que là, c'est vraiment le privé qui s'occupe des espaces verts. On voit tous les trucs, c'est des pots, des petits machins, des petits coins aménagés, et c'est vraiment que du privé, alors que dans les villes occidentales, j'ai l'impression que la verdure, elle est plus laissée à l'espace public, et c'est plus la ville qui est censée s'en occuper et en apporter que les individus. Ouais. Alors, le voyage avait 3 étapes principales. Tokyo en premier pour vivre la densité. L'autre, c'est Kyoto et Nara, qui est la compréhension de la tradition de l'architecture japonaise. Donc, Kyoto est une ville à peu près de la dimension de Montréal, qui a été la grande capitale du Japon. Et à ce moment-là, ils ont conservé. C'est là où on a le plus grand nombre de temples. L'architecture, si je peux dire, vernaculaire est très présente. Donc, Kyoto nous offre plutôt un voyage dans le temps. Le jardin de Ryoanji, c'est tellement épuré, c'est tellement
paisible, tu vois l'harmonie qui se crée, puis tu peux entrer un peu dans l'ambiance qu'il essaie de transmettre. Et si on faisait par exemple une comparaison entre ce que tu as vu à Tokyo puis ce que tu découvres ici à Kyoto. Je pense que c'est vraiment la nature. Ah oui? D'avoir justement ces espaces verts à Kyoto comparativement à Tokyo qui est très très urbain. L'idée, c'est que chez nous, effectivement, la nature est très présente. On a des forêts immenses où on ne va pas nécessairement non plus. Et beaucoup de gens, la majorité même des gens au Québec, vivent dans un espace où la nature est très domestiquée, même presque aseptisée. Si on pense à nos banlieues, c'est des pelouses, on vient rajouter quelques arbustes. Pas du tout dans l'esprit de ce que la nature aurait fait. Je crois que c'est la définition du seuil entre le domestique et le naturel qui diffère de notre culture. On n'a pas de proximité à la nature dans notre façon d'habiter. Versus les Japonais vont aller chercher la nature, ils vont faire des jardins intérieurs, ils vont amener les jardins dans leur maison. Mais écoute, je trouve que le terme de seuil est très approprié, ce que tu dis, parce que c'est vrai que eux, la nature n'est pas seulement en périphérie, tandis qu'ici, effectivement, comme tu dis, la cour intérieure, le balcon, la nature est au cœur même de la maison. On va la chercher. On va la chercher, puis on lui permet, puis on lui donne même une place de choix. C'est fascinant de voir parce qu'ils disent que dans la longévité, les gens qui vivent le plus longtemps, c'est ceux qui ont un jardin, en fait, ceux qui s'occupent de leurs plantes. Alors on voit ici les femmes âgées, tu voyais qu'il y avait un plaisir à s'occuper de leur jardin. Là, hein? Tu voyais que ça prenait dans leur vie certainement une place très très grande parce que en l'espace d'une journée ou deux, on voyait le nombre d'heures qu'elles passaient à faire cette composition avec la nature. Donc, même si elles n'ont plus d'espace, c'est le trottoir qui devient un jardin. C'est, comme tu dis, le seuil avant d'entrer dans la maison, qui n'est pas encore la maison, où la nature est envahissante. Donc, c'est très intéressant de voir comment les gens font en sorte que la nature est près d'eux. On est parti de la ville très, très dense. On va dans une ville qui est celle de Montréal à peu près. Et ensuite, on est allé dans des îles qui étaient dédiées à l'industrialisation et qui sont maintenant peu peuplées. Et un grand mécène a décidé de donner à ces îles-là une vocation dédiée à l'art contemporain. C'est pour ça que c'est fascinant. On va dans l'île de Naoshima, les îles autour. On a demandé, par exemple, à Tadao Ando ou à Sana, des grands bureaux reconnus, de faire des petites interventions. C'est vrai que le fait de travailler seulement avec le béton, ça met en avant toutes les autres caractéristiques de l'architecture. La forme ressort beaucoup plus, la lumière aussi, il fait des choses exceptionnelles avec la lumière. Et c'est ça qui est vraiment hyper intéressant aussi, je pense, c'est qu'on passe vraiment d'un milieu hyper traditionnel et on sent qu'Ando a travaillé dessus et on arrive dans cet espace en béton qui est complètement surprenant et qui c'est pas qu'il va pas avec le contexte, mais c'est qu'on s'attend tellement pas à trouver ça que c'est juste waouh. Dans nos projets d'atelier, on dit « Ah, je veux que telle personne ressente ça dans mon espace, que telle personne vive cette émotion-là. » Puis on a vu que ça peut marcher avec le musée d'Ando, par exemple. Tu t'entres là-dedans, tu es subjugué par l'espace, les sons, ce que tu ressens, puis si tu le travailles bien, ils peuvent vraiment le vivre. Moi, quand je vais là, je suis toujours un peu ému parce que je me dis, on a par exemple près de Québec les îles de Montmagny. J'imagine qu'on pourrait avoir ce mariage art et nature qui permettrait de, peut-être à des gens qui ont des intérêts différents, de se rencontrer. Je dirais les jardins de Métis vont dans ce sens-là, c'est-à-dire que d'offrir dans un cadre qui n'est pas nécessairement ce qu'on connaît habituellement, des créations contemporaines.
La force, si on veut, de Naoshima, c'est que sur l'île, on a créé et des projets éphémères, mais aussi des musées qui sont des constructions plus pérennes. Sur l'île, ils nous ont ramené même les musées. Dans les musées, il y a peu d'œuvres. Aller voir un musée où il y a 3 ou 4 œuvres, on n'est pas habitué à ça. Mais qu'est-ce que ça vous dit d'aller vers le moins? Je sais pas, c'est vraiment l'image du contraste vraiment entre Tokyo et ici. On capte plus d'informations quand il y en a peut-être moins d'un coup et on vit le moment, vraiment. Mais ça va avec c'est vrai que l'image de l'île, je pense aussi des musées. C'est des musées qui sont très dissimulés, des musées qui sont axés sur justement le moins. Mais ce qui est drôle, c'est que ça donne un plus sur l'environnement. Une autre chose, aussi la relation avec les gens. On parle à beaucoup de monde ici. Là. Hein? Est-ce qu'on voit dans l'autobus, dans le fait de voir moins de gens, on les remarque, donc ils s'inspirent. Est-ce que vous sentez ça? C'est vrai que dans le camping, on peut là donner bonjour à tout le monde nous sourit. La discussion se fait plus facilement peut-être. On est moins sur une masse, une foule, quoi. On remarque plus les individus à leur propre... C'est drôle que tu dises ça parce que je pense que socialement, au Japon, c'est l'impression que ça nous laisse. Qu'ici, les gens sont peut-être plus comme des individus plutôt qu'un individu dans une masse. Ce qui m'étonne, en fait, je sais pas si vous avez un peu la même sensation, quand même, il y a peu d'espace dans l'espace public pour s'asseoir, pour discuter. Les gens sont quand même respectueux l'un de l'autre, mais on dirait qu'il y a peu de lieux pour échanger. Là, on est à milieu de l'Espagne. Et on dirait que les gens n'ont pas nécessairement un attachement à l'espace public autant qu'on peut l'avoir dans d'autres communautés, sociétés, cultures. Juste le fait de s'approprier le bord de l'eau. Ici, peut-être les gens qui le font, c'est peut-être plutôt des touristes parce qu'on dirait qu'on voit très peu de gens s'asseoir ou profiter d'un lieu commun. Les gens sont souvent dans leur petit jardin ou carrément à proximité de leur porte. C'est pas qu'il faut juger ça nécessairement, il faut se poser la question sur comment l'architecture, comment les espaces doivent marcher avec ça. Et si leur culture est comme ça, c'est peut-être normal qu'il y ait moins d'espace, moins de bancs pour s'asseoir, moins d'espace public. Dans un voyage qu'on organise comme ça, c'est qu'on étudie avant des exemples extrêmement intéressants de l'architecture japonaise qu'on va voir. Alors, c'est ça qu'offre aussi le voyage. C'est une espèce de, comme pour nous, presque un laboratoire où on va expérimenter des choses qu'on a étudiées et qui sont souvent peut-être à l'opposé de ce qu'on connaît ici. Right. Vas-y. Ça va être tellement bon à manger ça. Même une fois revenu, les éléments qu'on a visités là sont comme imprimés de façon indélébile. Et j'ai même plaisir à voir les étudiants, les yeux grands ouverts, qui veulent découvrir cet aspect de la culture japonaise.